Bonjour, donc aujourd'hui on s'intéresse aux fonctions trigonométriques. Donc, qu'est-ce qui va changer dans l'étude complète des fonctions trigonométriques? Bien, la première chose c'est que, en général, les fonctions trigonométriques sont des fonctions périodiques. Et donc l'étude que nous allons faire se fera sur une période. Si en plus la fonction présente une parité, ben nous pourrons faire une étude sur une demi-période comme je l'expliquerai dans cet exercice. Autre différence, c'est qu'en général, donc, si la fonction est périodique, les limites à l'infini n'ont pas de sens, donc nous n'aurons pas d'asymptote horizontale ni d'asymptote oblique. Donc pour ça, ça rend les calculs plus simples. Par contre, rechercher les racines de la dérivée première et de la dérivée seconde revient à résoudre des équations trigonométriques. Et donc pour ça, il faudra se souvenir des formules qu'on a vues. Celles qu'on utilise le plus souvent sont évidemment les formules de duplication et de Carnot. Donc si elles sont loin pour vous, ça vaudra la peine d'aller les retrouver. Alors, allons-y pour un exemple. Donc, on va étudier la fonction cosinus 2x moins 2 cosinus x. Donc, le domaine de définition comme le domaine de dérivabilité, c'est R, puisqu'il n'y a aucune condition d'existence pour le cosinus. Et donc, on va rechercher les propriétés. Donc, la parité. La fonction cosinus est une fonction paire, puisque le cosinus de moins x, c'est la même chose que le cosinus de x. Donc, chaque fois qu'on a une fonction paire ou une fonction impaire, d'ailleurs, c'est la même chose, on étudie la fonction sur R+. Donc, ça réduit les tableaux de signes qui doivent être plus petits. Et donc, à la fin, quand on arrive au graphique, on fait le graphique de la fonction sur R+, et puis par symétrie, on obtient le graphique de la fonction sur tout son domaine. Regardons maintenant la périodicité. Donc la fonction cosinus x est une fonction qui est périodique de période 2π. Donc c'est la même chose pour le sinus. Par contre, la tangente a comme période π. Alors ici, comme on a cosinus 2x, si vous vous rappelez les manipulations de fonctions, quand on multiplie le x, donc ce qu'on appelait une manipulation à l'intérieur de la parenthèse, on agit sur les abscisses et on fait le contraire de ce qui était écrit. Donc si c'est 2 fois x, ça veut dire que le graphique va être rétréci et se rapprocher de l'axe des x puisqu'on divise toutes les abscisses par 2. Donc, si la période du cosinus c'est 2π, la période de cosinus 2x, c'est 2π divisé par 2, c'est-à-dire π. Donc ici, on a une somme de deux fonctions qui ont des périodes différentes, parce que la période de cos 2x, c'est π, et la période de cosinus x, c'est 2π. Et donc, quand on a une fonction qui est formée avec plusieurs fonctions périodiques, la période de la fonction, c'est le plus petit commun multiple aux périodes qu'on a trouvées. Donc, quel est le plus petit commun multiple entre π et 2π? Eh bien, c'est 2π. Donc, la période de cette fonction, c'est 2π. Donc, quand on a une fonction périodique, on l'étudie sur une période. Donc, la période qu'on choisit, en général, si la période c'est 2π, ben on va de 0 à 2π. Et donc, on fait tous les tableaux de signes entre 0 et 2π. Donc, chaque fois qu'on a des racines, on ne prend que celles qui sont entre 0 et 2π. Et puis donc, le graphique, on a le graphique de la fonction entre 0 et 2π. Et comme elle est périodique, on peut reproduire ce même graphique pour retrouver la fonction sur tout son domaine. Alors, quand on a une fonction qui cumule une parité et une périodicité, on peut diviser la période par 2, puisque si la fonction est périodique, je vais de 0 à 2π. Si je divise par 2, je vais de 0 à π. Comme elle est paire ou impaire, par symétrie, je pourrais aller de moins π à π. Et donc là, ça me donne une période complète que je peux reproduire pour retrouver tout le graphique de la fonction. Donc, notre fonction ici, elle est paire et elle a une période qui vaut 2π. Donc, nous nous contenterons dans l'étude de la fonction d'aller entre 0 et π. Donc, toutes les recherches de racines se ramèneront à l'intervalle 0π et tous les tableaux de signes se feront pour des valeurs qui vont de 0 à π. Donc, passons aux signes de la fonction. Donc, pour ça, on va chercher des racines. Alors, trouver des fonctions qui tombent toujours bien juste, c'est-à-dire qui n'amènent que des valeurs comme 0, pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, etc. C'est un peu compliqué. Donc ici, vous pouvez prendre votre machine et attendez-vous donc à ce que les valeurs ne tombent pas toujours justes.
Donc, cosinus 2x moins 2 cosinus x, comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation-là? On va essayer de se ramener à la même variable partout, puis d'utiliser delta. Donc, je vous rappelle que cos 2x, c'est la même chose que 2 cos carré x moins 1. Donc, grâce à ça, j'ai une équation du second degré en cosinus x que je redonne. Donc, 2 cos carré x moins 2 cos x moins 1. On fait delta, donc 12. Donc, c'est que cosinus x vaut 1 plus ou moins racine de 3 sur 2 après simplification. C'est-à-dire, donc, grâce à ma machine, soit cos x égale 1,37, donc c'est impossible, puisque le cosinus doit être compris entre moins 1 et 1, soit le cosinus est égal à moins 0,37, et donc là, si je prends ma machine, que je n'oublie pas de mettre en radian, je trouve comme valeur de x plus ou moins 1,94 plus 2kπ. Donc, comme nous faisons une étude sur l'intervalle 0, pi, je garde les valeurs qui sont entre 0 et pi, donc c'est-à-dire 3,14. Donc, la seule valeur qu'on garde est 1,94. Donc, comment compléter le tableau de signes? Donc, votre fonction cos 2x moins 2 cos x, le plus simple, c'est de remplacer x par une valeur inférieure à 1,94 qui fait partie de l'intervalle 0pi et une valeur supérieure. Donc, si je remplace x par 0, cos de 0, ça fait 1. Donc, moins 2 fois 1, ça fait moins 1. Donc, c'est négatif avant 1,94. Si je remplace x par pi, cos de 2 fois pi, ça fait 1. Moins 2 cos de pi, donc cos de pi c'est moins 1, moins 2 fois moins 1 ça fait plus 2, donc 1 plus 2, 3, c'est positif, donc je mets des plus après 1,94. Alors les asymptotes, donc pas d'asymptote verticale puisque le domaine de définition c'est R, donc pas de réel adhérent mais exclu. AHAO, on ne cherche pas puisque la fonction est périodique, donc les limites à l'infini n'ont pas de sens. Donc l'étape des asymptotes est assez rapide. Pour la croissance, donc on va dériver la fonction. Donc dérivée de cosinus 2x, c'est moins sinus 2x fois 2x prime, donc fois 2, et moins 2 fois la dérivée de cos x, ça devient plus 2 sinus x. Donc ça me fait moins 2 sinus 2x plus 2 sinus x. Donc comment résoudre cette équation-là? Sinus 2x, c'est la même chose que 2 sin x cos x, donc j'utilise la formule de duplication. Et ça me permet ensuite de mettre 2 sinus x en évidence. Donc, il me reste 2 sinus x fois moins 2 cos x plus 1. Donc, je résous l'équation qui va me permettre de trouver les racines de la dérivée. Donc, soit sinus x égale 0, c'est-à-dire x égale kπ, soit cosinus x égale 1/2, c'est-à-dire x égale plus ou moins pi sur 3 plus 2 kπ. Donc, de nouveau, je prends les valeurs qui appartiennent à l'intervalle 0, pi. Donc, x égale k pi, si je remplace k par 0, ça me donne 0, je garde. Si je remplace k par 1, ça me donne pi, je garde. Et si je remplace k par d'autres entiers, je sors de l'intervalle 0 pi. Donc, je conserve les valeurs 0 et pi. Pour plus ou moins pi sur 3 plus 2 k pi, pi sur 3, on prend. Moins pi sur 3, ça n'appartient pas à l'intervalle, donc on ne prend pas. Et si on remplace k par des valeurs entières, toutes les valeurs qu'on va trouver sortent de l'intervalle 0 pi. Donc, les racines de l'intervalle 0 pi sont 0, pi sur 3 et pi. Alors, pour le signe, ici, comme notre fonction peut être écrite sous forme d'un produit, on peut chercher le signe de chacun des facteurs du produit. Donc, sinus x, il est positif dans le premier et le deuxième cadran, donc entre 0 et pi. Pour moins 2 cosinus x plus 1, donc de nouveau, on peut remplacer x par 0, je pense que c'est ce qui va le plus vite. Donc ça nous donne moins 2 plus 1, moins 1, c'est négatif. Et si on remplace x par pi, ça nous donnera 2 plus 1, 3, c'est positif. Donc la dérivée première, il manque un prime à la dernière ligne de mon tableau, est nulle en 0, négative entre 0 et pi sur 3, positive entre pi sur 3 et pi, et nulle en pi. Passons à la dérivée seconde, qui nous donnera la concavité. Donc, je reprends ma fonction non factorisée, c'est plus simple pour la dérivée, donc c'est plus facile de dériver une somme qu'un produit. Donc, la dérivée de moins sinus 2x fois 2, ça me fait moins 2 cosinus 2x fois 2, plus 2 sinus x prime, ça me donne 2 cosinus x. Donc, nous avons moins cos 2x plus 2 cos x, une fonction qui ressemble à la fonction de départ.
Et donc, pour trouver les racines de la dérivée seconde, on va de nouveau remplacer cos 2x par 2 cos carré x moins 1. Donc, ça me donne une équation du second degré en cosinus x avec un delta qui vaut 33. Donc, j'utilise ma machine et je trouve pour cosinus x 0,84 et moins 0,59. Donc, grâce à ma machine, on trouve plus ou moins 0,57 plus 2 kpi et plus ou moins 2,2 plus 2 kpi. Donc, les valeurs qui sont entre 0 et 3,14, elles sont 0,57 et 2,2. Donc, je complète mon tableau en remplaçant dans ma dérivée seconde x par 0. Ça me donne le signe avant 0,57. Entre 0,57 et 2,2, on a pi demi. Donc, si je remplace x par pi demi, je trouverai une réponse positive. Et puis, si je remplace x par pi, je trouverai une réponse négative. Donc, cela me donne le signe de ma dérivée seconde. Donc, faisons un tableau récapitulatif. Donc, je recopie les deux tableaux qu'on a déjà obtenus. Et j'interprète. Donc, chaque fois que la dérivée première est négative, ma fonction est décroissante. Quand elle est positive, la fonction est croissante. Et donc, ça me permet de déterminer aussi les maxima et les minima. Donc, pour la concavité, rien de nouveau. Quand la dérivée seconde est négative, la concavité est tournée vers le bas. Quand la dérivée seconde est positive, la concavité est tournée vers le haut. Et ça me permet de trouver les points d'inflexion. Alors, il faut déterminer l'ordonnée de tous ces points particuliers, c'est-à-dire remplacer dans la fonction départ, qui est réécrite ici au-dessus, x par 0, puis x par 0,57, et puis par pi sur 3, et puis par 2,2, et puis par pi. Donc, ça nous donne les valeurs moins 1, moins 1,27, moins 3,2, moins 0,87, et puis 3. Alors, chaque fois qu'on a un point d'inflexion, donc il faut déterminer la pente de la tangente, même si ce sont des valeurs qui ne sont pas très rondes et qui sont assez difficiles à représenter. Donc, prenez quand même l'habitude, chaque fois qu'il y a un point d'inflexion, de déterminer la pente de la tangente. Donc, on remplace dans la dérivée première x par 0,57 et on fait la même chose avec 2,2 et donc on obtient les pentes des tangentes au point d'inflexion. Voilà, donc on va placer tous les points particuliers dans un graphique. On va tenir compte de toutes les informations, colonne par colonne, et on essaye de représenter la fonction le plus précisément possible, donc entre 0 et pi. Et puis quand c'est fait donc par symétrie, puisque la fonction est paire, on reproduit le graphique de l'autre côté de l'axe des ordonnées, donc qui est notre axe de symétrie quand la fonction est paire. Ça nous donne une période complète. Et puis on peut reproduire cette période autant de fois qu'on veut pour avoir un graphique plus complet de la fonction. Donc ça nous donne une fonction qui ressemble à ça. Voilà, donc vous avez des exercices à faire sur les fonctions trigonométriques pour cette semaine. Bon travail et à bientôt.